se propose cette année. Puis je disais justement à une personne avec qui je parlais tout à l'heure que moi, je suis arrivé très tardivement pour l'hiver ici au Québec. Et puis, ça fait que je me suis rendu compte que j'avais moins de temps finalement pour me préparer à l'année. C'était comme si le passage de l'année était plus difficile à cause de cette espèce de retour plus tardif. Alors, je suis un peu en retard, mais on va quand même y parvenir, hein. De toute façon, c'est pas une course, hein. L'idée, c'est de progresser. Mais ce que j'ai envie de vous partager pour cette conférence-là, finalement, c'est que quelque chose que moi, j'étais astrologue, hein, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais bon, j'ai fait de l'astrologie pendant longtemps. Une des raisons pourquoi l'astrologie m'a ça m'a interpellé, c'est que j'avais un ami qui m'enseignait l'astrologie et qui m'avait fait part d'un aspect astrologique qui est très précis, c'est-à-dire Vénus en quadrature avec Neptune. C'est un aspect que vous pouvez retrouver dans tous les livres d'astrologie. La majorité du temps, ils vont vous dire à peu près la même chose, c'est que ça touche un peu l'illusion amoureuse. Et puis moi, à l'époque, j'étais un peu j'étais éperdument en amour avec une personne et avec une femme. Et puis, lui m'avait dit, ça ne durera pas. Et puis, ça m'avait vraiment très fortement insulté qu'il me dise ça. Et puis, finalement, ça s'est avéré que, bon, ça s'est passé comme c'était dit. Puis, genre, c'est là que ça m'a interpellé. Puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les livres d'astrologie disent sur cet aspect-là? Et tous disent un peu la même chose. Donc, c'est un peu comme si c'était une affirmation, pas d'un astrologue, mais c'était vraiment la logique astrologique qui disait que cet aspect-là parlait de cette façon-là. Et c'est ça qui m'a amené donc doucement vers l'astrologie. Puis je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie pendant plusieurs années. Mais comme je suis un bon poisson, la technique n'est pas mon fort, donc l'astrologie, j'ai progressivement abandonné la chose parce que surtout aussi que je suis une formation avec un guérisseur et j'avais une certaine facilité, donc l'aspect intuition était beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus facile que de chercher à développer l'astrologie qui est quand même plus technique malgré tout. Il faut faire des thèmes et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, bon, avec tous les petits logiciels et tout ça, on peut finalement se libérer de la technique, mais il en demeure pas moins que l'astrologie, c'est quand même technique, parce qu'évidemment, on parle pas de choses ésotériques comme telles, on parle vraiment de planètes qui sont dans le ciel et on peut pas dire qu'ils sont ailleurs où est-ce qu'elles sont. C'est comme une réalité. Donc, et j'avais envie de vous en parler parce que justement, il y a quelque chose de particulier dans cette année 2025 et 2026, les 2 années qui vont venir, qui touchent des aspects quand même importants, qui sont pas anodins. Parce qu'en astrologie, il faut savoir qu'il y a des planètes qui sont rapides, comme le Soleil, la Lune, qui se déplacent rapidement dans le zodiaque, mais il y a des planètes qu'on dit les planètes lourdes. Et les planètes lourdes sont beaucoup plus lentes et elles ont un impact collectif beaucoup plus important, quoiqu'elles ont un impact aussi sur l'individu, bien sûr, mais elles touchent vraiment la collectivité d'une façon plus importante. Et c'est intéressant donc de savoir qu'il y a 3 grands aspects qui vont avoir lieu cette année. Et puis je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, moi, je regardais un petit peu comment je percevais l'année, puis je faisais ces parallèles avec ces planètes-là. Je vais vous en parler un petit peu sans aller dans le détail, puis vous pourrez sans doute si vous avez envie d'aller un peu plus loin, euh, chercher donc à porter un regard là, il y a plein de vidéos hein, qui vous parlent de ces choses-là que vous pouvez retrouver là, sur YouTube, entre autres, hein. Mais un des grands défis, des grands transits qui va avoir lieu donc en 2025, c'est en mars 2025 qui va commencer, puis il va se terminer, il va se rendre jusqu'en 2028, choses comme ça. C'est Neptune et Saturne qui sont dans le signe du Bélier, par exemple. Vous voyez, alors Neptune et Saturne sont 2 planètes lourdes. Et le signe du Bélier, bon, quelque part, ben, ces 2 planètes-là vont rentrer dans le signe du Bélier. Donc, ça amène une énergie nouvelle dans l'année, hein. Ça amène une énergie nouvelle en tant qu'individu, mais en tant que collectivité aussi. Mais on doit comprendre ici que ça peut amener, je ne vais pas aller dans le détail, je vais juste vous donner des idées comme ça, puis vous pourrez jeter un coup d'œil si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Mais c'est certain que ça touche la notion de la perte de sens. Et Neptune et Saturne, c'est comme un peu, Neptune, c'est un peu comme l'imagination, mais c'est aussi euh, toute la relation un peu avec ce qu'on pourrait appeler le psychisme hein, aussi, donc l'aspect intuition et tout ça. Et Saturne, bien évidemment, c'est une énergie qui est très terre à terre, qui est très concrète, qui ramène les choses à un niveau beaucoup plus terrestre. Alors, ça pourrait amener donc cette forme de perte de sens de la vie. Hein, ça pourrait amener un certain un regard un peu plus réaliste, mais dans un sens où on est comme confronté à une réalité qui nous déçoit finalement, hein. On pourrait voir ça comme ça. Puis c'est certain que ça peut générer au niveau collectif ça, des conflits territoriaux, par exemple des guerres religieuses, entre autres, hein, parce qu'évidemment,
Neptune touche cette notion de la religion parce que Neptune, c'est vraiment l'astral, hein, c'est l'aspect psychique de l'individu quelque part qui peut se construire des rêves, des fantaisies, etc. Puis évidemment, bon, les religions peuvent être associées à ça. Donc ça, c'est un aspect qui va être assez important, qui va jouer dans les prochaines années. L'autre aspect qui est très important, qui touche la collectivité, encore une fois, parce qu'une planète lourde qui va être impliquée, c'est Uranus, qui va rentrer dans le signe du Gémeaux en mai 2026. Et il va rentrer en juillet 2025, mais il va se compléter son cycle en mai 2026. Il va rentrer véritablement dans le Gémeaux à ce moment-là, parce que les planètes, comment elles fonctionnent, c'est qu'elles rentrent, elles sortent au début du signe, elles font des entrées, des retraits, et à un moment donné, elles rentrent dans le signe officiellement. Ça sera donc en mai 2026 qu'elles vont rentrer officiellement dans le signe du Gémeaux. Et ça, bien évidemment, quand on pense d'Uranus, Uranus, c'est l'aspect créatif, hein, c'est l'aspect quelque part l'originalité. Dans le Gémeaux, bien évidemment, le Gémeaux, c'est l'excitation intellectuelle aussi qui se retrouve là. Donc, on pense, hein, beaucoup de gens pensent que quelque part, ça touche l'aspect de les grandes avancées scientifiques qu'on va retrouver donc avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est quelque chose qui m'apparaît tout à fait plausible, hein, sachant quelque part la tendance qui est actuellement et que ça sera dans plusieurs années, parce que Uranus, dans le signe du Gémeaux, ben, on parle de 7 années. Hein, tout comme Neptune, dans le signe du Bélier, on parle de 14 années à peu près. Hein. Donc, c'est des grands cycles d'années. C'est des nouvelles énergies qui nous influencent collectivement. Donc, ça peut être intéressant encore là de connaître ça. L'autre aspect qui va être important, vous voyez, il y en a trois aspects importants qui sont présents dans ces 2 prochaines années. C'est Pluton dans le signe du Verseau qui, lui, va vraiment prendre son essor en 2026, mais durant 2025, il va avoir donc une action, puisqu'il va, comme je disais tantôt, avancer, reculer. Et Pluton est une planète lourde, c'est une des plus lourdes, c'est la plus lourde. On parle d'un cycle d'une vingtaine d'années, quelque part, quelque chose comme ça, un peu plus. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce cycle-là va reproduire ce qui s'est passé en 1789 pour la France, entre autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre histoire pour 1789, mais c'est la Révolution française. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant de constater qu'il y a des planètes, effectivement, il y a des cycles, des oppositions même qui se reproduisent avec des planètes lourdes qui ont eu lieu donc en 1789, qui vont se retrouver en 2026 aussi, qui touchent Jupiter et l'opposition avec Pluton. Et ça peut indiquer justement comme des crises, hein, quelque part, des révolutions, une volonté de transformer quelque part l'autorité, hein, quelque part, hein, de vouloir la contester puis de vouloir amener des transformations. Alors, ce sont des cycles quand même qui donnent une indication quand même de l'année. On peut envisager que ce que je viens de vous dire là, effectivement, va toucher quelque part certainement une crise individuelle des gens. Puis on va regarder ça un petit peu plus en détail par rapport à ce que moi j'ai fait comme travail un petit peu pour vous donner des informations concernant donc les grandes lignes de l'année d'un point de vue collectif. Puis bien sûr, on va ensuite aborder l'aspect plus individuel, puis peut-être, idéalement, regarder de quelle façon on peut se préparer pour l'année qui vient. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous me faites le signe. Je vous donne l'accès au niveau visuel, ou en tout cas, vous gérez votre micro comme vous voulez. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, ça, c'était pour les grands cycles planétaires qui s'en viennent. Donc, ça, c'est l'astrologie. C'est mon petit côté astrologue qui avait envie de vous le partager. Et je pense que ça vaut certainement la peine d'y jeter un coup d'œil. Ce qui est intéressant avec l'astrologie, c'est que si vous avez un éphéméride chez vous, ben, vous pouvez suivre les planètes. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, évidemment, surtout les planètes plus légères sont en déplacement d'une façon plus importante. Donc, on peut les observer, comment elles nous influencent dans notre vie. Mais c'est certain que les grosses planètes collectives ont un impact majeur. Actuellement, quand on a tous comme moi, je suis très uranien, par exemple. Donc, l'Uranus, quand il se déplace à quelque part, je le sais, parce qu'inévitablement, ça fait émerger des choses en moi. Donc, je pense que si vous jetez un petit peu, vous avez un petit peu de connaissances dans l'astrologie, en tout cas, vous avez votre thème et vous pouvez regarder un petit peu comment les énergies bougent sur votre thème en regardant des éphémérides, hein, qui nous donnent des indications de comment les planètes se déplacent dans le ciel. Ça peut être intéressant si ça vous dit de y jeter donc un coup d'œil. Donc, ça, c'était pour le petit côté astrologue que j'avais envie de vous parler. Ensuite, bien évidemment, moi, ce que je ressentais en compte d'un petit peu de l'année, puis qu'on peut envisager effectivement que c'est quelque chose qui pourrait vraiment avec tout ce que je viens de vous dire, déjà, on le voit un petit peu que les planètes qui sont présentes ici vont inévitablement entraîner quelque part des transformations qu'on sent déjà, hein, même avant de parler de 2025, on sentait en 2024 quand même qu'il y a des choses qui bougent. Il y a Trump qui est arrivé aux États-Unis,
il y a évidemment donc toute cette énergie de Trump là, qui arrive avec cette volonté justement de, on peut le voir un petit peu de réformer quelque part les États-Unis, hein. Il veut vraiment amener des gros changements. Il a choisi des personnes qui sont en mesure donc de faire des différences qui ne sont pas classiques. C'est pas des gens conformes à ce qu'on est habitué de voir dans la politique, hein. Il y a Elon Musk, il y a Kennedy, en tout cas, il y a plusieurs personnes quelque part qui sont vraiment des personnes qui, si elles font vraiment ce qu'elles disent qu'elles vont faire, ben ça va générer des changements majeurs aux États-Unis. Donc, on voit déjà quelque chose d'important à ce sujet-là. Au Canada, si on regarde Trudeau, Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, ben lui aussi, est quelque part, dans une situation très, très incertaine. Donc, on peut envisager qu'on parle de l'année 9, comme Marie Tatou, je parlais à Marie-Hélène, puis elle me parlait de la numérologie qui disait que c'était l'année 9, 2025. Mais c'est certain on peut concevoir que le fin d'un cycle est assez présent dans ce qu'on observe. Il y a d'une part Trump qui est en train de mettre en place quelque chose qui va générer des nouvelles choses. Il y a Trudeau, à quelque part au Canada, qu'on sent que son règne est pas mal terminé. Il y a Macron, inévitablement, en termes au niveau de la France, qui, on peut facilement envisager qu'il est dans une fin de cycle aussi. Là. On peut pas concevoir qu'il puisse traîner encore très, très longtemps. Tout comme au Canada aussi avec Trudeau, je pense. C'est pas des grandes prédictions que je suis en train de faire là, c'est plus comme des constats d'une simple réalité. Donc, c'est certain que moi, j'ai l'impression qu'avec les thèmes, avec l'astrologie dont je vous ai parlé tantôt, avec les planètes qui sont en déplacement, tout ça, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une genre de purge collective. C'est-à-dire, la purge collective, c'est que des structures anciennes qui appartiennent justement à une façon de voir le monde à l'ancienne, c'est-à-dire un monde dans lequel il y avait une espèce de pouvoir. Hein. Les États-Unis, c'est le gros pouvoir. Bon, il y avait toute espèce, bon, la France qui avait bon, l'influence avec l'Afrique, qui avait un grand pouvoir sur l'Afrique, etc. Bon, qui est en train de tout perdre. Hein. Vous êtes sans doute conscient qu'en France, ça commence à bouger beaucoup face à l'Afrique. Il y a une perte de puissance à ces niveaux-là aussi. Donc, on voit qu'il y a une espèce de réorganisation qui se fait au niveau de la pensée collective qui nous amène à réorganiser le monde. On est en train de regarder le monde avec des yeux différents. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, c'est une genre de purge. Et cette purge-là, bien évidemment, ben, va nous amener à ne pas concevoir le monde de la même façon qu'on l'avait conçu jusqu'à maintenant. Et ça va dans la logique que je vais vous parler un petit peu plus tard, un petit peu à travers ça. Donc, faut sentir qu'il y a une volonté de bâtir un nouveau monde. Ça, c'est pas nécessairement facile de construire un nouveau monde. Et quand je vous dis un nouveau monde, je ne vous parle pas d'un monde idéal, d'un monde parfait. Je vous parle d'un nouveau monde. Un nouveau monde, ça repose sur des nouveaux partenaires et des nouvelles façons aussi d'établir au niveau politique des autorités politiques différentes. Hein. Moi, je pense entre autres que la Chine, cette année, vers la fin de l'année plus particulièrement, elles vont se révéler comme étant une puissance. Et une puissance, pourquoi? Mais parce qu'elle a reçu se mettre en relation avec d'autres pays pour faire valoir cette puissance-là. Donc, il y aura vraiment comme un changement de paradigme automatiquement dû à ça. Parce que justement, ben, la Chine va arriver donc avec une nouvelle force qui va être associée à d'autres pays qui vont avoir cherché à développer, qui ne seront pas bâtis sur le processus de domination. Parce que je pense que la Chine a cette intelligence de comprendre quelque part qu'une collaboration avec d'autres cultures, d'autres pays ne reposera pas sur l'idée que ce pays-là en question, la Chine, va dominer d'autres pays, mais plutôt chercher à collaborer avec eux réellement. Et dans ce sens-là, c'est une nouvelle façon de concevoir la politique, hein, parce que quand on regarde les Américains dans le passé ont quand même toujours eu une espèce de relation d'autorité avec le monde. Ils ont toujours voulu finalement faire les choses comme eux voulaient, comme l'entendaient, puis avec toujours une certaine volonté de soumission, de faire soumettre des autorités de d'autres pays. Là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus subtil, ça va être un peu plus dans une subtilité. Hein, je ne dis pas que les Chinois sont des êtres extraordinaires et une culture extraordinaire. Hein. Je suis simplement en train de vous dire que j'ai l'impression que ce nouveau paradigme-là va se manifester différemment, puis il risque effectivement d'amener donc un changement de façon de concevoir le monde, puisque les Américains, selon moi, sont en train, et Trump va, je pense, va amener une grande réforme à l'intérieur de ce pays-là. Euh, les Américains sont rendus là. C'est pas Trump tant que ça, plutôt que dans le niveau de la maturité du pays. J'ai l'impression que le pays est en train de s'effondrer au niveau des valeurs morales qui l'animent.
et qu'il va falloir effectivement qu'ils refassent quelque part un gros ménage, surtout chez les démocrates, entre autres aux États-Unis. Il y a une grosse crise quelque part, je pense, qui les attend, qui vont les obliger justement à redéfinir leurs objectifs, leurs buts, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, et cetera, parce que je pense qu'il y a vraiment une situation d'épuisement qui s'est manifestée dans ce pays-là, et puis que là, Trump, ben, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est de simplement rétablir une certaine forme d'éthique à l'intérieur du pays, une certaine forme de réorganisation qui va faire que les démocrates vont devoir s'ajuster aussi à cette réalité-là, puisqu'ils vont devoir aussi trouver de nouvelles réponses à ce que les Américains veulent avoir d'eux, hein. Donc, j'ai l'impression que les États-Unis vont être un peu comme un regard vers eux-mêmes qui vont se tourner vers eux davantage et moins aller vers l'extérieur, vont être moins dans ce désir de vouloir conquérir l'extérieur, mais vraiment beaucoup plus se retrouver quelque part une mise en ordre à l'intérieur de leur pays. Et ça va être quelque chose qui va être un changement important, évidemment, puisque c'est ça qui va faire aussi que la Chine, je pense, va pouvoir aussi s'émanciper avec d'autres pays pour faire valoir quelque part cette nouvel équilibre-là. Donc, ça, c'est des idées comme ça que je vous lance, hein, évidemment, qui sont générales. Puis ensuite, on va aller vers l'individuel, comme je vous disais tout à l'heure. Le Canada, pour moi, ben, c'est un peu un retour aux frontières, un renforcement de l'identité canadienne qui avait été perdue à travers les années. Et je pense qu'évidemment, ben, c'est un travail de retrouver ces frontières, de retrouver quelque part une espèce de réorganisation canadienne. Donc, on va un petit peu aller dans le même sens que les États-Unis, selon moi, par rapport à ça. Euh, Par rapport à la Russie, ben, je pense qu'en septembre, ça va bouger davantage en Russie. En sens, c'est là que ça va peut-être être la fin d'un cycle avec la guerre de l'Ukraine et que la Russie va peut-être davantage oser, pas oser, elle va simplement reconnaître à quelque part, entre guillemets, je dirais une victoire, mais c'est une victoire symbolique, disons, c'est comme une volonté quelque part de simplement faire valoir que ils vont pouvoir obtenir ce qu'eux avaient souhaité obtenir. Et je pense que ça va être ça qui va être l'introduction au fait que la Chine devienne une puissance mondiale, c'est que la Chine va pouvoir à ce moment-là être de pair avec la Russie entre autres, à ce moment-là, puis ça va être un peu sur cette lancée-là que la Chine va faire valoir qu'elle est devenue une puissance. C'est un peu comme ça que je vous dirais ça. Et puis, par rapport à l'Europe, bien évidemment, pour moi, une crise identitaire dans l'Europe assez importante. Puis je pense qu'ils vont perdre la face durant l'année avec ce qui se passe aussi avec l'Ukraine, la Russie, tout ça. Et que l'Europe en général aussi, hein, il y a vraiment toute cette notion et la France, pour moi, c'est comme toute une réorganisation qui va devoir être refaite et qui va se bâtir autour justement de ce nouvel équilibre mondial-là, qui est autour de la Russie, de la Chine et de d'autres pays. Comme je disais tantôt, il y a comme toute une espèce de réorganisation qui va se faire et dans laquelle l'Europe va, je ne dirais pas qu'elle sera humiliée, hein, parce que je sais qu'il y a des Français qui écoutent, je ne voudrais pas les rendre tristes, non, mais là, je blague. Mais je ne dirais pas qu'il y a une humiliation, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là en Europe, comme une situation où ils vont devoir finalement faire face à des, euh, à des échecs, puis ils vont devoir donc s'ajuster à ça, puis devoir finalement reconnaître à quelque part qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de ce qu'eux croyaient pouvoir se prévaloir. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça touche sans doute aussi toute cette notion que l'Europe avait de vouloir, bon, se réunifier, en tout cas de consolider quelque part quelque chose au niveau de l'Europe. Et j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus nuancé, cette organisation européenne-là qui voulait être faite. Je pense qu'on va devoir tenir compte justement, entre autres, de pays comme la Russie de façon plus importante. Donc, c'est des choses qui vont aménager en quelque part, donc toute une autre façon de concevoir le monde, parce que justement, j'ai l'impression que on est habitué, nous, à voir comme des dominations, genre la guerre froide, la Russie, les États-Unis à une certaine époque, etc. Toujours des espèces de puissances qui sont en confrontation. J'ai quand même l'impression qu'ici, ça va être un peu différent parce qu'il va y avoir comme une forme de période plus calme, plus tranquille au niveau des tensions militaires entre les différents pays, parce que justement, la force, la puissance qui aura été faite autour de la Chine va faire que il y a une espèce de calme qui va s'imposer, tout simplement par le fait qu'il y aura donc de la part de la Chine, pas une volonté d'être intrusif envers d'autres pays. Et parce qu'il y a cette non-intrusion-là et que les Américains sont en reconstruction, ben, j'ai l'impression qu'il y a une forme de calme apparent qui va prendre forme, en tous les cas, vers la fin de l'année 2025. C'est un peu l'impression que je pouvais avoir par rapport à ça. Donc, l'idée globale, c'est un petit peu ça. Je n'avais pas envie de faire une analyse très profonde, très analysée, très, très long là-dessus. Mais avez-vous s'il y a des questions, des interrogations là-dessus, vous pouvez bien sûr m'en faire part. Puis évidemment, ça va nous amener donc tout doucement, je vous laisse le soin, si vous avez des questions, donc de m'en faire part.
Et ça nous amène donc tout doucement donc à l'idée que, hem, des défis maintenant qui sont individuels aussi qui sont présents et ça, je vais vous en parler également. Il y a pas de questions concernant donc les thèmes que je viens d'aborder avec vous, ça va? Donc c'est bien? OK. Donc, si on regarde maintenant les défis qui sont plus individuels, mais vous l'avez compris, moi, je me suis amusé avec mes vous savez que j'avais fait, un livre qui s'appelle «Découvrez votre spirale évolutive» dans lequel je vous présentais 7 familles d'âmes et qui sont reliées donc aux 7 chakras et tout ça, puis un jeu de cartes qui est venu avec ça et tout ça et j'ai pris le temps quand même de regarder, pour l'année 2025, quelle serait la famille d'âmes qui serait la plus présente dans le sens la plus impliquée, la plus importante à en parler finalement. Et quand j'ai regardé ça, puis je me suis dit finalement c'était la famille des guerriers. Et pourquoi la famille des guerriers? Parce que la famille des guerriers, c'est la famille finalement qui se veut, hem, c'est la puissance, c'est le leader en soi, hein. On a tous un potentiel de leader en nous et le guerrier, lorsqu'il est mal géré, il devient à quelque part dominant, ou il est dominé, hein. Il peut être dominant ou dominé et il peut effectivement gaspiller beaucoup d'énergie à vouloir montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, parce que quelque part le guerrier, lorsqu'il est déséquilibré, il essaye de tout le temps démontrer sa force et sa puissance. Et je constatais que cette année-ci, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même ça va être assez important, cette espèce de position, de vouloir montrer notre force, mais aussi de perdre de l'énergie à vouloir montrer notre force, notre puissance. Je l'ai dit tantôt, on est en train de changer de faire un changement de paradigme. Puis quand un paradigme est en train de changer, ben, nous, individuellement, on est souvent confrontés à devoir, et ça, on l'a vu dans les dernières années, depuis le COVID, je pense, on pourrait certainement dire ça, beaucoup de gens perdent de l'énergie à parler. Moi, j'observe sur Facebook, par exemple, ça parle très beaucoup fortement. Sur, Twitter ou X, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de communications, mais qui servent à rien. C'est-à-dire on prend beaucoup de temps à essayer de donner son point de vue, à discuter et cetera, mais finalement, il y a rien de constructif là-dedans, puis c'est souvent avec des émotions qui sont pas toujours très élevées, hein. On va être assez dur, on va s'envoyer promener, et cetera. Puis j'ai l'impression que c'est un peu normal que quand on change de paradigme, on est dans une forme d'insécurité en tant qu'individu et que parce on est dans une insécurité, on essaye à quelque part de faire valoir notre point de vue pour se sécuriser par rapport à d'autres êtres humains. Un peu comme si on voulait faire comprendre à d'autres êtres humains, quelque part, que notre point de vue était meilleur que le sien, souvent, par exemple. Et dans ce sens-là, on essaye de faire valoir notre ego, et dans ce sens-là, j'ai l'impression que cette année-ci, ça va être une année qui va un peu dans ce sens-là parce que j'ai regardé les autres familles d'âmes, puis elles ont toutes un peu, elles sont toutes un peu affectées par l'année qui vient. Mais je trouvais que le guerrier, qu'est-ce qui est la particularité, c'est qu'on perdait beaucoup d'énergie inutilement. Et je trouvais que ça va être important sans doute pour chacun d'entre nous d'être attentif à cette énergie on peut utiliser de façon créative et utile, ou encore utiliser cette énergie-là pour finalement s'épivarder à essayer de se positionner par rapport à des trucs qui ne nous concernent pas. Hein, c'est sûr que, par exemple, on pourrait dire que la politique, ça nous concerne tous, mais à partir du moment qu'on a voté, on sait quelque part qu'on a peu de moyens pour pouvoir finalement faire valoir les choses, à part faire des grèves ou des choses comme ça. OK? Donc, ça, c'est déjà différent. On peut faire des actions en France, par exemple, les grèves, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment et c'est naturel d'en faire pour vous. Au Québec, on en voit beaucoup moins souvent. Au Canada aussi, c'est moins fréquent. Mais c'est comme une façon d'exprimer quelque chose et ça peut être constructif, bien sûr, de pouvoir le faire. Maintenant, d'être constamment dans une critique, puis ne rien faire constructivement pour faire changer quelque chose, pour moi, ça, c'est de la perte d'énergie. Et moi, je dirais d'être attentif à cette idée que si vous voulez que l'année, quelque part, ben, vous soit favorable, ben, pensez effectivement à prendre cette énergie qui est en vous, puis à en faire quelque chose qui va vous rendre heureux. Ainsi, vous êtes constamment en train de vous révolter contre l'extérieur, puis que vous êtes passif et que vous ne pouvez rien faire pour changer quoi que ce soit vis-à-vis du monde extérieur, bien, vous allez passer une mauvaise année parce que justement, vous allez vous révolter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Alors, ça c'est peut-être pas très utile. Donc, je vous dirais d'être attentif à cette énergie justement d'affirmation parce que le guerrier, finalement, qu'est-ce qui est sa puissance? C'est qu'il peut s'affirmer. C'est super de pouvoir s'affirmer, c'est même nécessaire. On a tous l'opportunité de s'affirmer. Maintenant, est-ce qu'on peut s'affirmer avec bienveillance? Est-ce qu'on peut s'affirmer avec une certaine attention envers les gens, en respectant les gens, et cetera? Je pense que c'est tout ça un petit peu qu'on va devoir apprendre à faire aussi pour éviter justement de se
perdre simplement dans des discours inutiles qui vont nous amener simplement, bon, à vivre des émotions, puis à vivre des frustrations, mais des contentements, puis il n'y aura rien de constructif qui pourrait en résulter. Donc ça, c'était un élément que j'avais envie de partager avec vous. L'autre chose que je voulais vous parler également, c'était concernant, comme je disais tantôt, c'est une année qui va reposer sur une nouvelle façon de voir quelque part que chacun d'entre nous, nous sommes importants. OK? Alors, quand on est tous importants, est-ce qu'on est obligé de s'affirmer tous auprès des autres pour faire valoir qu'on est important? Bien sûr, on pourrait dire ça certainement, mais comme je disais tantôt avec le guerrier qui va être important dans notre énergie cette année, le guerrier, quelque part, pourrait facilement lui perdre beaucoup d'énergie à vouloir se faire valoir. Maintenant, quand on s'assume, quand moi je m'assume dans mon énergie d'affirmation, quand j'assume ce que j'ai envie de faire, quand j'assume ce que je suis, j'ai plus autant besoin de faire valoir aux autres que j'existe et de faire valoir que je suis quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un qui a une certaine valeur, je ne sais quoi. J'apprends à l'assumer et parce que je l'assume, ben, je fais ce que j'ai à faire, point à la ligne. Et je pense que ça va être quelque chose d'important à être attentif pour cette année à ce niveau-là. Puis, ça serait un petit peu ça. Donc, c'est beaucoup autour de l'individualité. J'ai l'impression que être un individu est quelque part équilibré. Hein, finalement, c'est un individu justement qui reconnaît son individualité et qui reconnaît son pouvoir individuel. Hein, parce que quand on vit dans une collectivité, on reconnaît que la collectivité, elle est importante. Mais si l'individu oublie qu'il fait partie que son individualité existe tout autant que la collectivité, il peut se perdre dans la collectivité et perdre son propre pouvoir individuel. Et ça, je pense que ce serait important, évidemment, d'être attentif à cet aspect-là. Il y a Claire qui me disait: «Je fais partie de la famille des guerriers, paraît-il. Merci pour toutes ces précisions». Alors évidemment, quand on dit: «Je fais partie de la famille des guerriers», je le rappelle que dans la famille, dans la structure de la spirale évolutive, on est tous composés de chacune de ces familles d'âmes-là. Alors effectivement, il y a des façons qu'on a de s'exprimer qui sont plus faciles que d'autres. Hein, par exemple, tu sais, comme moi, je peux être très serviteur, par exemple, donc je peux être dans la dévotion, dans le dévouement. Ça ne fait pas de moi je ne suis pas que ça. Hein. Il y a des gens qui pourraient me voir autrement que ça. Ça veut donc dire quelque part qu'on a plusieurs composantes. Et l'idée pour nous, c'est d'apprivoiser chacune d'elles. Donc, c'est important de ne pas trop s'identifier à l'une ou l'autre des familles d'âmes, parce qu'évidemment, ça voudrait dire qu'on se limiterait à simplement reconnaître qu'on n'est que ça, tu vois, et ce serait un peu dommage puisqu'on a les 7 composantes en soi et on a certainement à apprendre à apprivoiser chacune d'elles pour leur donner une voie d'expression de plus en plus juste et de plus en plus équilibrée, je dirais. Ça va pour ça? Donc, maintenant, le thème que j'avais peut-être envie pour me diriger vers la conclusion du petit entretien, c'est de vous parler, en fin de compte, il y a un thème actuellement qui, moi, ce que je trouve intéressant, il y a des physiciens qui ont amené cette idée que le futur était déjà inscrit. OK? Quelque chose de ce genre-là. OK? Et c'est sûr que moi, ça m'amène une réflexion parce que moi, en tant que thérapeute intuitif, je fais souvent des observations de qu'est-ce qui anime une personne et vers quoi elle tend. Vers quoi elle tend, c'est donc dire vers sa probabilité future. Et dans ce sens-là, bien évidemment, je constate hein, que quelquefois, bien, des gens qui vont, hein, je leur dis qu'est-ce qui est dans leur passé, qu'est-ce qui est dans leur structure passée, puis parce qu'elles sont figées, ces structures passées-là, bien évidemment, on voit clairement leur futur. C'est-à-dire on est capable de carrément leur dire ben, qu'est-ce qui va se passer dans le futur parce que justement, on est capable donc de facilement concevoir qu'est-ce qu'ils sont en train de construire parce que leur passé est figé et limité à quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé, pourrait-on dire, ou qu'ils ont comme des bagages qui sont trop rigides, qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ne sont pas en mesure de voir autre chose dans leur futur que ça. Et ce que je voulais aborder ici, c'est que le passé, le présent puis le futur. Alors, comment moi, si on parle du présent, le présent, c'est au moment où on se parle, bien déjà, il est passé, hein, d'accord? Donc, le présent, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, finalement, dans l'idée que je suis quelque part en connexion avec mon environnement extérieur et mon environnement intérieur. C'est-à-dire que mon présent, c'est une adaptation entre ce que je suis et ce à quoi je m'identifie et ce que l'extérieur me montre aussi.
Et si je suis dans une position de justesse par rapport à ces deux univers-là, mon monde intérieur et le monde extérieur, ben, je vais m'adapter. Mon présent est un processus d'adaptabilité. C'est-à-dire que je m'adapte constamment, constamment, constamment à ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et ça fait de moi une personne qui est capable de construire un futur en accord avec lui-même. S'il est en mesure, évidemment, d'être honnête avec cette capacité qu'il a de se connecter avec lui-même et de se connecter avec son environnement extérieur. Supposons que dans mon passé, moi, je suis coloré par des blessures émotionnelles X, Y, Z. Excusez-moi. Si vous vous retrouvez dans une situation quelque part où il y a comme un passé rigide, figé dans votre vie qui est lié à votre passé. Alors, ce passé-là figé, finalement, qui est en vous, ben, quelque part, fait que votre connexion avec votre monde intérieur, il est figé par des expériences émotionnelles du passé. Et parce que vous êtes figé, ben, vous n'êtes pas capable de vous adapter à la réalité extérieure de la même façon, parce que vous êtes tout le temps en train de regarder votre monde extérieur avec les yeux de cette blessure émotionnelle qui est en vous. Et comme vous n'êtes pas capable de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que vous êtes dans votre blessure, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez poser votre regard sur ce qui se passe autour de vous et vous allez reproduire ce que vous avez vécu comme blessure dans votre processus futur. Je vous parle de ça parce que ça touche quand même l'année qui vient, hein. On peut toujours se dire, ben, j'espère que mon année va être bien. Mais si je commence simplement à prendre conscience que le regard que moi je traîne avec moi, qui est relié à mon passé, peut donc m'empêcher de m'épanouir, ça veut donc dire que je vais me construire un futur cette année qui va refléter ou reproduire ce qui a été mon passé, ce qui a été ma compréhension de la réalité, qui n'est pas peut-être ce que moi je veux de ma vie. Hein, c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que je peux très bien, moi, me sentir finalement prisonnier d'un passé, puis ce passé-là, quelque part, ben finalement, j'essaie de m'adapter à la réalité qui se passe autour de moi, puis parce que j'essaie de m'y adapter, ben je me retrouve dans une situation où je perds pied, en fin de compte. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez bien à ce niveau-là? Oui. Donc, quand on parle donc du futur, ben, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le futur, justement, pour qu'il puisse se réaliser en accord avec qui on est, ben, on doit être capable de poser cette forme de flexibilité, je dirais, hein, cette libération, de reconnecter avec finalement qu'est-ce que moi je suis, hein, dans mon émancipation. Alors, c'est là que ça nous amène à la notion de la déprogrammation, dont j'ai parlé régulièrement pour ceux qui me connaissent, hein. La déprogrammation, c'est un thème important dans la pratique intuitive. Et pourquoi la déprogrammation, c'est un thème important? Non, pas seulement dans la pratique intuitive, mais dans la vie de tous les jours, quand on y pense, c'est qu'on se rappelle que la déprogrammation, c'est un moment où moi, je peux me donner à mon corps ce qu'il a de besoin pour que je ne sois plus figé dans mon passé, que je ne sois plus prisonnier d'une blessure de mon passé. Par exemple, si j'étais enfant abandonné, ben quelque part, je peux me sentir abandonné encore aujourd'hui, même si je ne suis plus dans l'abandon, mais je peux avoir l'impression que je pourrais être abandonné et que dans ma vie de l'année 2025, je pourrais très bien me concevoir comme potentiellement dans une situation où je pourrais revivre cet abandon-là, puisque c'est quelque chose qui m'a marqué en tant qu'enfant. Si je commence à poser un regard sur cette position de cette blessure-là qui est en moi et que je commence à lui donner tout ce dont elle a besoin pour ne plus être dans cette forme d'abandon-là, ben, je vais commencer à construire une nouvelle expression de moi-même, une nouvelle façon de me concevoir, de me regarder, qui va finalement me permettre justement de me rendre compte à quelque part que quand je me donne la permission d'être d'être dans une position où je peux me donner ce dont j'ai besoin pour ne plus être dans la souffrance de mon passé, mais c'est là que je commence à devenir un créateur. Et c'est là que je commence à créer mon futur tel que je le ressens, tel que je le veux, tel que je le manifeste. Donc, vous comprenez que quand on se trouve devant une année comme celle-ci, on peut très bien se dire, ben voilà, moi, mon année 2025, je voudrais qu'elle soit de telle façon, hein. On a cette notion de vœu, hein. Lorsqu'une année commence, on a souvent cette notion de vœu. Et cette notion de vœu, quelque part, c'est donc un peu comme une projection qu'on fait vers le futur. On se dit, ben moi, j'ai envie que mon année soit de telle, telle, telle façon. Alors, c'est-à-dire que c'est une projection que je fais. Et cette projection-là, évidemment, comment je vais faire pour faire en sorte qu'elle puisse perdurer dans le temps, et que je puisse vraiment concentrer mon attention tout au long de l'année dans cette direction-là, ben ça va être évidemment en tenant compte à quelque part
de qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va émerger en moi, puis de quelle façon que je vais réagir à l'extérieur. C'est un peu comme le concept de la loi d'attraction, hein. C'est-à-dire que moi, je veux quelque chose de ma vie et la vie, ben, quelque part, j'ai avancé vers mon objectif et la vie va me confronter à des obstacles possiblement pour m'empêcher ou en tout cas me donner l'impression que je ne peux pas arriver à l'objectif que je me suis fixé. Et c'est là, quelque part, que moi, bien évidemment, je vais devoir reposer mon regard sur mon intérieur pour me dire, mais quelle façon que je réagis à cet obstacle-là. Et c'est là, quelque part, que c'est important de se rappeler c'est quoi l'objectif de l'année que j'ai et de quelle façon que je peux me donner à moi ce dont j'ai besoin pour finalement me permettre d'assumer qui je suis, pour ne pas perdre de l'énergie, hein. Tantôt, je vous parlais du guerrier qui perd de l'énergie. Mais perdre de l'énergie, c'est mal réagir. C'est finalement ne pas s'ajuster à des situations extérieures de soi pour arriver à atteindre nos objectifs, tu vois? Donc, je pense que ça va être important quelque part. C'est un peu le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est cette notion justement de passé, présent, futur. C'est-à-dire que mon passé, quelque part, il me ramène à des choses que je connais de la vie, hein. C'est-à-dire que si je dis, ah ben, je ne peux pas continuer à faire mon objectif de vie parce que j'ai eu un échec. Oui, ben, pour toi, c'est un échec, mais peut-être la personne à côté de toi te dire, mais voyons donc, c'est pas un échec ce que tu vis là, c'est juste un contretemps. Voyons, lâche pas pour autant. Tu sais, on se rend compte à quelque part que quelquefois, il est facile pour nous de lancer la serviette devant des situations parce qu'on se dit, mais mon Dieu, je ne pourrai jamais atteindre l'objectif que je me suis fixé. On lance la serviette très rapidement. Pourquoi? Mais parce que justement, les blessures de notre passé nous ramènent à une interprétation de la réalité qui nous fait comprendre qu'on n'y arrivera jamais à rien. Alors que finalement, quelqu'un à côté de nous nous dit, ben non, tu peux continuer, il n'y a rien là. Tu vois, c'est pas un obstacle très compliqué à franchir. Donc, je pense que c'est là, effectivement, qu'on doit se rendre compte que cette relation avec notre passé est vraiment un élément clé tout au long de l'année, de prendre le temps de faire des petits bilans, même une fois par semaine, par exemple, pour voir comment notre objectif prend forme, quelles sont les difficultés que l'on rencontre, et peut-être même de parler avec des gens qui sont capables de nous faire valoir d'autres points de vue que le nôtre. Parce que des fois, notre point de vue peut être tellement pris dans l'émotion de quelque chose qu'on a vécu dans le passé qu'il va nous empêcher de pouvoir nous donner cette opportunité de réalisation. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que je viens de vous expliquer, de vous parler? Oui, vas-y. Oui, tu peux y aller. Oui, Marie-Hélène veut me parler. Vas-y. Ouais, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, il y a aussi l'ego hein, qui va empêcher d'aller se confronter à autre chose pour rester enfermé dans ses peurs, hein. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on voit au niveau individuel, hein, on peut très bien le ramener au niveau collectif dans ce que tu dis aussi sur la déprogrammation de l'Europe telle qu'elle est, etc. Parce qu'il n'y a pas eu des remises en question et en fait, on comprend beaucoup mieux justement cette interaction entre individuel et collectif. Et du coup, ça aide aussi à ajuster peut-être son regard sur soi, Bien sûr, puis je pour te faire de la dirais, tu vois, place à qu'il autre chose. C'est pour y a faire de la des, tu vois, place à autre chose. Pardon, excuse-moi. oui, mais il y a un travail collectif qui, tu vois, en spiritualité, il y a des enseignements qui ont été donnés pour travailler sur la collectivité, tu vois. Et à quoi ça sert de travailler sur la collectivité? Par exemple, si moi je travaille sur, sur le Canada, par exemple, sur la conscience collective du Canada, je peux très bien me dire, ben, c'est grâce à moi que tel changement a eu lieu, hein. Je peux toujours me raconter des trucs comme ça, mais la démarche finalement que je fais, pourquoi je fais ça? C'est pas tant pour changer la conscience collective du Canada, mais pour me retrouver, moi, dans une position d'individualisation face à cette conscience collective du Canada. C'est-à-dire que plus moi, j'apprends justement à reconnaître à quelque part qu'est-ce qui anime la conscience collective du Canada, plus je suis capable, moi, d'être observateur de cette conscience collective-là et de la reconnaître en moi et de pouvoir justement de m'en dégager, tu vois. Et dans ce sens-là, évidemment, le travail collectif et individuel est très relié en quelque sorte parce que plus je fais un travail sur moi, plus je m'individualise. Et plus je m'individualise, plus je suis capable, quelque part, de pouvoir devenir un leader pour la collectivité, justement. Plus je suis capable de montrer un certain chemin à la collectivité. Plus je suis engagé dans la collectivité, que ce soit parce que je rejette la collectivité émotionnellement parlant ou que je la valorise positivement. Dans les deux cas, je suis complètement identifié à elle. Je n'apparviens pas à me distancer d'elle, tu vois. Alors, c'est pour ça que quand on se disait tantôt que le guerrier perd beaucoup d'énergie, on peut haïr
on peut aimer d'une façon complètement folle et dans les deux cas, on perd beaucoup d'énergie. Haïr, aimer, c'est la même chose. Quand on aime mal ou quand on déteste mal, ben, quelque part, on gaspille beaucoup d'énergie. Se retrouve dans une position de verticalité, c'est se retrouve dans cette position où on apprend justement à reconnaître ce qui est. Reconnaître ce qui est, c'est par exemple, si la conscience collective du Canada a une certaine couleur, ben moi, si j'apprends à l'accepter, ben j'apprends à me dégager d'elle, puis je ne suis pas en réaction vis-à-vis d'elle, je ne suis pas non plus en amour avec elle comme telle, je suis simplement dans une position où j'accompagne, je prends un chemin qui est le mien, mais dans lequel je reconnais ce qu'est la conscience collective. Et c'est ça un peu qui est l'objectif, je pense, qui est l'objectif à quelque part de toute démarche spirituelle, hein, c'est d'être capable de se retrouver quelque part notre position d'individu à l'intérieur d'une collectivité. Parce que la collectivité, elle a le droit d'avoir une façon de poser un regard, puis moi, ben, j'ai le droit aussi de me positionner par rapport à ce regard-là collectif. Tu vois? Je ne suis pas obligé de me fondre au regard collectif. Et je pense que c'est pas, je ne suis pas obligé non plus de me distinguer de lui. Hein? Il y a une Ah, simple bah oui. position où des fois je fais partie de lui, des fois je fais moins partie de lui. C'est une forme de situation comme ça. Et c'est ça qui fait qu'un individu devient un individu à part entière, en quelque sorte. Tu vois? Je pense Ouais. que c'est ça un peu le cheminement, c'est-à-dire que la collectivité, quelque part, elle nous sert justement à former un tout. Et ce tout-là, ben, quelque part, c'est normal que nous, en tant qu'individus, on ne soit pas toujours complètement fondus dans ce tout-là, parce que ça ne fait pas partie, quelque part, de la normalité, j'irais jusqu'à dire. Hein. C'est-à-dire que chaque individu avons le droit de s'individualiser, puis bien sûr qu'on a le droit d'accepter de travailler en commun avec d'autres êtres humains, mais on n'est pas dans l'obligation d'être constamment soumis à celui-ci, tu vois. Et c'est ça un peu que ça amène cette notion d'individualité versus collectivité, je dirais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression d'être plus fort, puisque du coup, à l'intérieur de soi, hein, parce qu'on s'observe plus, on est un peu plus dans l'introspection de soi-même, donc on prend une distance justement avec ce collectif, et ça nous permet de s'ajuster toujours beaucoup mieux par rapport à ce qu'on est. Donc on grandit, et du coup la vibration, enfin il n'y a plus la perte d'énergie qu'on pouvait avoir avant en réaction peut-être enfin allergique, etc. vis-à-vis de la collectivité puisqu'on est beaucoup plus à l'écoute de soi-même pour choisir son chemin, comme tu disais, quoi, dans le mouvement hein, qu'on a envie de donner à la collectivité. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, la vibration monte et je pense que ça permet aussi à d'autres gens d'observer et de pouvoir aussi peut-être avoir envie d'aller aussi à l'intérieur d'eux-mêmes et de rentrer dans des processus qui vont être beaucoup plus créatifs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Puis toi, l'autre thème que j'avais envie d'aborder aussi par rapport à ça, c'est que c'est cette notion de par rapport au projet futur. Hein, la physique quantique a mis beaucoup en évidence, à quelque part, que on pourrait appeler comme le cerveau quantique. Le cerveau quantique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est finalement, on reconnaît que la conscience humaine, elle est partout. C'est-à-dire qu'elle est pas, elle est dans mon pied, elle est dans mon épaule, elle est dans mon cerveau, elle est dans mon cœur, dans mon ventre. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas localisé. On dit que c'est un cerveau délocalisé pour cette raison-là. Et ce cerveau délocalisé, ben, on, a- on reconnaît un peu que c'est comme si notre conscience, finalement, c'est un ensemble de probabilités. L'ensemble de probabilités, si on tient compte du passé, présent, futur, c'est que en tant qu'être humain, je porte en moi toutes les probabilités. C'est-à-dire, toutes les probabilités, c'est tous les moments où j'aurais pu aller à gauche, ben, je porte en moi cette probabilité que j'ai été à gauche alors que j'étais à droite dans la réalité. Tu vois, on a toutes ces probabilités à l'intérieur de soi. Et c'est là, quelque part, que ça met en évidence cette notion de possible hein, par rapport à l'année qui vient. Quand on se dit, ben, tout est possible, mais tout est possible dans la mesure que moi, je reconnais que tout est possible, que ma conscience accepte cette idée que tout est possible. C'est-à-dire que ma conscience sort de cette dimension figée qu'on a longtemps entretenue en tant qu'être humain, parce que pendant longtemps, on a pensé que la conscience humaine fonctionnait d'une certaine façon et qu'on avait une compréhension intellectuelle des choses qui faisait que la vie était figée. Par exemple, le mariage, à une certaine époque, le mariage, ça durait toute la vie. Aujourd'hui, ben, on a comme reconnu que c'était pas nécessairement vrai que ça durait toute la vie. Il y avait des moments où on se retrouvait avec quelqu'un, puis on séparait de lui, etc. Les temps changent. Hein, c'est comme l'épigénétique, par exemple, qui reconnaissait que les gènes, à une certaine époque, on disait que les gènes, c'était figé dans le temps. On adoptait, on recevait un code génétique, c'était fini. C'était ça qu'on avait, puis ça n'allait pas bouger. Aujourd'hui, on reconnaît que le code génétique peut bouger. Donc, tu vois, c'est ça un peu
pour moi, il y a une forme d'impermanence qui commence à prendre forme dans la conscience humaine. Cette impermanence-là est intéressante parce qu'elle nous oblige à reconnaître justement que dans toutes ces probabilités qui existent en dedans de nous, on peut commencer, nous, en tant qu'être humain, à reconnaître les probabilités qui nous conviennent, qui nous apparaissent comme étant appropriées et d'apprendre justement donc à faire ce travail de nourrir ces probabilités, ces voies possibles pour qu'elles puissent prendre forme dans notre vie. Et comment peut-on faire ça? Mais c'est en reconnaissant que la notion de probabilité, justement, c'est que c'est comme un peu comme un espace quantique, hein, c'est-à-dire que moi, dans mon imaginaire, je pourrais me dire, ben tiens, je pourrais faire ceci. Tu vois? Pour moi, je suis en train de créer un espace virtuel, de dire, ah, ben oui, je pourrais faire ceci, je pourrais avoir tel projet. Ce projet-là, quelque part, si je ne m'investis pas dans ce projet-là, il ne prendra pas forme. Par contre, si je m'investis dans ce projet pour qu'il puisse prendre forme, ça veut donc dire que mon mental va nourrir le projet en question de façon telle que le projet, ben, à quelque part, va se réaliser parce que j'aurai monopolisé de l'énergie mentale pour pouvoir le faire. Alors, on pourrait ici que l'idée des probabilités, c'est ça un peu, c'est que la probabilité, elle prend forme que si je lui donne de l'importance suffisamment pour qu'elle puisse quelque part se réaliser. Et que c'est certain quelque part que la part de l'inconscient en nous est importante parce que moi, je peux dire, mais je veux réaliser telle chose. Et je peux avoir cette vision que j'ai envie de réaliser telle chose, mais mon inconscient, mes peurs, mes angoisses, toutes mes blessures intérieures peuvent finalement venir contrecarrer cette volonté que j'ai d'avancer, puis il va faire que ce potentiel, cet espace virtuel-là que j'avais construit, ben, va être contrebalancé par un espace virtuel qui va venir empêcher l'expression de ça. Et c'est là que l'aspect de déprogrammation, en fin de compte, peut devenir intéressant, parce que c'est là que ça devient justement la capacité de devenir conscient quelque part de ce qui émerge en nous et qui peuvent nous empêcher d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est à travers ce processus-là, c'est un peu comme une danse finalement, où on apprend à danser avec la volonté qu'on a de vouloir réaliser quelque chose et de constater qu'il y a des choses qui émergent en nous qui veulent contrebalancer cette chose-là et que en dansant, en déprogrammant, en apprenant à mieux se connaître, on permet justement à l'espace de prendre forme d'une façon plus importante. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous raconter? Oui. Oui. Donc, alors l'idée qui peut être intéressante comme petit exercice que moi je vous inviterais à faire si vous êtes intéressé donc à le faire, c'est simplement de vous donner l'opportunité de dire, bon, par exemple, moi, j'ai une envie d'un projet, par exemple, X, Y, Z dans ma vie, et de se donner simplement la possibilité de dire, mais tu sais, si je prenais le temps d'imaginer le projet en question, OK? D'imaginer le projet en question comme un peu comme une forme de rêve éveillé, pourrait-on dire, un peu comme l'idée de faire une visualisation, mais pas une visualisation avec la volonté que j'ai de vouloir que les choses se fassent exactement comme moi j'ai choisi de le faire, mais plutôt comme un rêve dans lequel on laisse venir justement comment notre processus imaginaire va se déployer. Par exemple, je vous donne un exemple si je me vois, moi, je vous donne un exemple, hein, un mariage, un projet de mariage, et je me vois quelque part me projeter dans un mariage sur une île, par exemple, OK? Je me marie ensuite dans une église, dans un endroit pas loin de chez moi, OK? Qu'est-ce qui se passe? En me mettant dans des situations comme celle-là, face à un événement que j'ai en tête, ben j'apprends à quelque part à me positionner par rapport à cet événement-là parce que c'est un peu comme si je créais comme des espaces virtuels dans lesquels je me projetais dans diverses probabilités face à ce même événement-là et que la façon que ces événements-là vont se déployer en moi, ben, vont me permettre justement d'apprendre à interagir avec les événements, déprogrammer ce qui a lieu pour arriver à trouver une voie plus juste par rapport à moi, une voie plus juste par rapport à l'événement que j'ai envie de réaliser, qui soit plus en accord avec qui je suis, ce que je veux et à quelque part, qu'est-ce qui émerge en moi à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je viens de vous dire à ce sujet-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez un peu cette idée-là? C'est un peu comme, l'idée, c'est un peu comme pour se rendre compte quelque part que les probabilités, quand on dit que tous les chemins sont possibles, mais tous les chemins sont possibles à partir du moment que ma conscience accepte que tout est possible. Hein, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais non, ça, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça. Ah oui, mais comment tu le sais que tu pourras jamais faire ça? Ah, je le sais. Tu vois, ça, c'est un peu comme le psychisme qui refuse d'accepter l'idée qu'il y aurait peut-être une option qui serait là. Alors que quand on accepte de jouer le jeu, c'est de jouer le jeu avec l'imaginaire, c'est-à-dire d'accepter que la voie possible qui est là, ben, si j'accepte de jouer le jeu, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en train de créer des réseaux neuronaux dans mon cerveau qui amènent justement
un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route. Et que ces chemins-là, quelque part, ben, peuvent m'amener justement à explorer des avenues que j'aurais jamais explorées autrement, mais qui vont me permettre de nourrir à l'intérieur de moi une compréhension plus grande par rapport à ce que j'aurais envie de vouloir mettre au monde par rapport à mon projet de mariage. Par exemple, ben, je pourrais me dire, mais tiens, j'avais trois options dans mon mariage, puis en faisant les trois options, en me projetant dedans, j'ai constaté que telle option était plus favorable que les deux autres. Donc, je vais peut-être finalement aller plus dans cette direction-là que les deux autres voies que je m'étais proposées. Donc, c'est un peu une façon finalement de jouer avec les probabilités pour finalement envisager qu'il y a des probabilités qui vont peut-être justement nous faire donner plus d'énergie, nous donner plus d'émotion, donner plus d'excitation, donner plus de valorisation, puis qui va faire qu'on va avoir envie de se réaliser à travers cela. Il y a Claire qui me dit, pour ça, il faut commencer par avoir des projets. Dans un monde où tout est fait pour que l'on se retrouve dans une routine à courir après le temps, difficile. Tu vois, Claire, tu as raison. À quelque part, je dirais que tu as raison. Puis en même temps, je te dirais quelque part que tu te positionnes pas comme un être créateur quand tu me dis ça. Tu te positionnes comme un être soumis. Tu vois, l'être soumis face à la réalité. Et c'est intéressant de constater que justement, quand je te disais tantôt qu'il y a le passé, ton présent puis le futur, bien évidemment, toi, quelque part, quand tu me dis ce que tu viens de me dire là, je le comprends, puis je suis d'accord avec toi, hein, mais en même temps, tu ne te positionnes pas comme un individu qui pourrait dire, ben oui, c'est vrai, mais je vais manifester mon intention créatrice de pouvoir faire un changement de ma vie qui soit en accord avec ce que j'ai envie que ma vie soit. Et c'est là, quelque part, qu'on commence justement à s'accompagner dans une démarche créatrice, et c'est là que la déprogrammation devient importante, puisque la déprogrammation, elle nous libère des programmations qui nous laissent croire qu'on ne peut pas faire de changement autre que celui que de devoir subir ce que la société nous impose, par exemple. Tu comprends? Alors, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'envisager les options qui pourraient justement, toi, je la sens étouffer, cette intention créatrice. Je suis bien conscient que c'est ça là, que tu me décris, mais ça peut être intéressant pour toi de te dire, OK, de quelle façon que cette intention créatrice, je pourrais lui redonner le droit de respirer et de retrouver son souffle. Et c'est là, évidemment, que par la voie des probabilités, dont je parlais tantôt, des possibilités, ben, peut-être que tu pourrais effectivement te retrouver dans un espace. Et on ne parle pas d'espace parfait. Hein, je ne te dirais pas que oui, tu vas retrouver la voie parfaite pour toi, ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux, tout va être parfait. Non, malheureusement, la vie, c'est pas ça. Par contre, tu peux déjà te donner des conditions pour te rapprocher de quelque chose d'un peu plus créatif. Et si tu te donnes cette opportunité-là, ben, c'est déjà beaucoup, à mon sens à moi, parce que tu vas avoir fait des gains. Et ces gains-là, bien évidemment, si tu t'accompagnes dans la démarche, bien, tu vas faire d'autres gains, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que on doit être attentif, justement, comme je disais tantôt, à cette notion de le passé, présent, futur. Mon futur, quelque part, il peut se réaliser que si je me donne la permission de me libérer de mon passé. Si je suis prisonnier de mon passé, je ne peux que simplement répéter un passé que je connais déjà et qui va simplement correspondre celui que tu décris d'ailleurs, Claire, hein, je pense que c'était Claire qui disait ça, que on revient à quelque part à une situation où on est confronté bon, au fait que tout va trop vite et que finalement on se laisse prendre par lui, tu vois. Il y a Marilyn qui me dit, cela nous met en face de nos choix aussi, de notre libre arbitre à ce sujet. Il faut bien faire du vide pour laisser de l'espace à la création de quelque chose de nouveau. C'est clair, puis c'est pour ça justement que c'est si difficile d'accéder au changement, parce que justement faire du vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un deuil par rapport à des processus passés. Hein, faire des deuils, c'est faire des deuils face à des gens, par exemple, quelquefois, à des habitudes, à des situations. Il y a plein d'expériences à quelque part à lesquelles on est très attaché en tant qu'individu relié au passé, hein, et que ce passé-là, quelque part, nous fait tellement peur de le laisser aller qu'on aime mieux finalement s'accrocher à un présent, à quelque chose qu'on a connu, que de s'ouvrir à des possibilités de quelque chose qu'on n'a jamais vécu ou qu'on n'a jamais expérimenté. Puis en même temps, on sait cet acte créateur qu'on peut se donner, mais c'est un acte, à quelque part, qui nous donne l'opportunité de se réinventer. Et se réinventer, mais c'est super intéressant. D'ailleurs, dans l'épigénétique, hein, qu'est-ce qu'ils ont remarqué finalement? C'est que l'épigénétique, quand on arrive à faire qu'est-ce qui est observé, c'est que les mutations génétiques se font à travers des changements alimentaires,
Par exemple, c'est un changement. Quand on change d'alimentation, on fait des deuils, on fait des changements, on ne mange plus de la même façon, on est confronté à devoir faire des choix qui peuvent être douloureux et on sait que l'alimentation, c'est pas un petit sujet. Il y a des gens qui sont complètement, qui ont besoin de se nourrir d'une certaine façon. S'ils ne se nourrissent pas comme ça, bien, ils sont complètement tristes et je ne sais quoi. Donc, c'est un sujet important. Le sport, c'est un autre élément important. Ça demande de la volonté que de faire du sport. Ça demande une certaine rigueur, une certaine organisation, une certaine exigence envers soi, hein, on doit donner ce temps-là pour le faire. Puis évidemment, il y a beaucoup la pratique de la méditation qui a été mise en évidence aussi pour favoriser ces mutations génétiques-là, donc dans les gènes. Et ça aussi, ça demande encore une fois de l'ordre de l'organisation pour pouvoir le faire. Donc, je pense qu'on trouve ici quand même que l'être humain peut se laisser aller. Se laisser aller, ça veut dire quoi? Se laisser aller à ses pensées, se laisser aller à ses habitudes, se laisser aller à son alimentation, se laisser aller. Tu vois, se laisser aller. Ça veut dire trois petits points. Ça veut dire se laisser aller à faire quoi que ce soit qui ne soit pas en accord avec qui je suis véritablement, ce que je veux être véritablement. Et on comprend évidemment que si on veut amener des changements, ben, inévitablement, on est confronté à devoir constater qu'on ne peut plus continuer comme avant, parce que les changements que l'on veut, ben, vont coûter quelque chose. Ça va demander de l'énergie. Et tantôt, je vous parlais du guerrier qui va perdre beaucoup d'énergie si on ne fait pas attention à lui cette année. Ben, c'est justement, si on veut faire des changements, ben, il va falloir reconnaître que le guerrier en nous, il doit être utile. Il doit déployer son énergie pour une certaine direction, une certaine voie, un certain chemin qui va lui apporter l'opportunité d'accéder à quelque chose qui va lui être salutaire, tu vois? Et c'est ça, quelque part, qu'on doit comprendre, c'est que ça veut donc dire qu'on doit manifester une volonté. Une volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une volonté, c'est que chaque jour, j'impose une volonté de changement dans lequel je me donne l'opportunité de faire quelque chose qui reflète le changement que je vise. Hein, tantôt, quand on disait faire du sport, par exemple, ben, si on dit je vais faire du sport tous les jours, par exemple, ben, ça veut donc dire qu'à chaque jour, j'ai la volonté de faire du sport. Si j'ai la volonté de faire une action ou une activité quotidienne parce que je sens que c'est nécessaire pour moi, ben, ça me demande de la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui repose donc à une certaine détermination de notre part, qui indique bien justement que notre mental a choisi de prendre une certaine direction, puis il cherche justement à la suivre avec une volonté, puis avec une force. Puis je pense que c'est important, évidemment, de reconnaître cette puissance-là, cette force-là aussi. Elisabeth qui nous dit, tu nous invites à prendre notre place, à poser un défi, à prendre les risques d'acter partante pour cette en neuf. Bonne initiative, merci. Ben voilà, ben, tant mieux, Isabelle, si tu es d'accord avec ça. Ben, moi, ce que je fais, je ne fais que vous proposer, je vous invite, comme tu dis si bien, à le faire. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Mais c'est intéressant de se rappeler justement que si on veut qu'une année soit différente, de quelle façon qu'on peut l'envisager, c'est peut-être justement se permettant d'envisager de faire des choses qui ne sont pas habituelles. Hein, si on veut que l'année soit exactement comme l'année passée, ben, on va faire exactement la même chose et on risque d'avoir une année pas mal similaire. Si on ose finalement faire des choses différentes, ça veut donc dire quelque part d'oser prendre des risques, d'aborder la réalité de notre vie en commettant des actions, des gestes qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, ben, à quelque part, on a des chances, effectivement, d'avoir une vie, une année qui va être différente et qui va nous amener justement peut-être à nous indiquer un chemin, à nous indiquer une voie, une route qui va nous permettre donc d'être de plus en plus capable de cheminer vers le changement que l'on souhaite. Donc, ça peut être intéressant donc d'envisager cela. Est-ce qu'il y aura d'autres questions concernant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Donc, c'est un petit peu moi ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ne voulais pas faire un truc super long, hein, quelque part là-dessus. Peut-être que je conclurai avec ce que j'aime bien proposer, moi, si vous avez envie de le faire, c'est un contrat sacré avec soi-même, c'est-à-dire une déclaration dans laquelle on reconnaît hein, qu'on est rendu à une étape de notre vie, on a envie de faire un changement. Alors, ce qu'on fait avec le contrat sacré, c'est oyez, oyez, hein, je déclare hein, que moi, Sylvain Bélanger, ben, j'ai pris conscience que je ne m'affirmais pas suffisamment depuis plusieurs mois et que j'en suis responsable. Tu vois, ça c'est important, cette notion de responsabilité, c'est de se rappeler que c'est pas la faute des autres, là. Hein, si je ne me suis pas affirmé, c'est moi. Donc, je suis responsable. Donc, je n'ai pas à pointer du doigt les autres en disant c'est des méchants, puis c'est pas gentils, puis qu'ils n'ont pas été corrects avec moi. Hein, je dois assumer que moi, j'avais une responsabilité à m'assumer puis à m'affirmer et que je ne l'ai pas prise. Donc, oyez, oyez, je déclare que je ne me suis pas assumé, je n'ai pas affirmé qui j'étais depuis quelque temps et que maintenant, j'ai pris conscience que cela m'attristait profondément et que j'avais envie maintenant de faire des changements parce que j'avais envie de me donner, m'accorder l'amour que je mérite
et qu'à partir de ce moment-ci, je vais me comporter de telle façon, plutôt que de m'être comporté de telle autre façon, tu vois? Donc, c'est comme une forme de déclaration dans laquelle on reconnaît quelque part qu'on a envie de faire un changement et ce changement, il nous concerne. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout relié aux autres. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. On s'en fout parce que c'est nous qui avons pris reconnaissance du changement. C'est nous qui avons pris conscience de notre responsabilité par rapport à ce changement-là. Alors, l'intérêt de cette déclaration-là, c'est qu'elle peut aussi être déclarée auprès de d'autres personnes. Hein, on peut dire, par exemple, notre mari, ben, aïe, aïe, Marie, j'ai pris conscience à quelque part que je ne m'affirmais pas assez et qu'à partir de maintenant, ben, je vais m'affirmer. C'est pas contre toi, hein, c'est juste que moi, j'ai pris conscience que j'avais besoin de m'affirmer davantage. Et si tu veux bien, m'accompagner dans ça, me donner ta main pour que je puisse cheminer avec toi là-dedans, ça serait super. Tu vois, donc dans ce sens-là, tu vois, on n'est pas dans une relation conflictuelle avec l'autre. On veut même lui faire comprendre qu'on n'est pas contre lui. On est juste en train de prendre des décisions qui nous concernent, mais qui ont un impact sur lui. Et ça, c'est pas la même chose. Et qu'on lui tend la main parce qu'on se dit, ben voilà, moi, j'ai pas envie que tu penses que je t'en veux ou que je suis en colère contre toi. Je veux juste que tu comprennes que moi, j'ai pris conscience de choses qui me conviennent pas et j'ai besoin maintenant aujourd'hui de les assumer, tu vois. Donc ça peut être une façon intéressante aussi de lancer l'année, d'avoir un petit journal intime, de suivre justement ce parcours de cette entente-là qu'on a avec soi. Et évidemment, pour favoriser cette entente-là, ben, on peut aussi avoir une phrase clé, hein, qu'on peut prendre le temps de mentionner, une phrase clé qui est dans le présent, où on reflète le changement qu'on l'on veut. Mais par exemple, je m'affirme à chaque jour et je ressens une grande liberté en le faisant. Par exemple, quelque chose comme ça, tu vois, ça peut être une phrase qu'on peut répéter régulièrement, comme une phrase qui nous ramène tout le temps sur le chemin qu'on s'est fixé. Donc, ça peut être une façon, évidemment, de poursuivre ce chemin-là qui peut être intéressante. Si nous partons du postulat que chacun de nous n'est pas né de cette vie-ci, qu'est-ce qui relève de notre libre arbitre et qu'est-ce qui est un passage obligé dans cette vie sur le chemin de l'évolution? Alors, toi, déjà, c'est intéressant parce que tu parles du postulat que chacun de nous n'est pas né de cette vie-ci. Sous-entendant, évidemment, la notion des vies antérieures, si je comprends bien ce que tu veux dire. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui m'a toujours quand moi j'ai commencé à faire la pratique intuitive, je me suis toujours dit que je n'avais pas envie de répéter ce que les autres disaient. J'avais envie de prendre le temps de considérer qu'est-ce que je percevais dans la démarche intuitive pour ensuite amener mon regard de ce que je percevais vers les gens, puis leur donner mon point de vue par rapport à ça, mais donc me baser sur une expérience qu'on peut discuter. On peut discuter de mon expérience intuitive, mais c'est mon expérience. Et cette expérience-là, elle repose sur un certain nombre d'années et je suis arrivé, moi, à conclure des choses. Alors déjà, partant, quand on parle de chacun de nous n'est pas né dans cette vie-ci, ça veut donc dire, face à des vies antérieures, moi, mon expérience ne me laisse pas croire, finalement, tant que ça, qu'on est, qu'on est on est qu'un être humain quelque part qui est relié à des vies antérieures comme tel. Moi, je dirais plutôt qu'on est en résonance avec l'ensemble de la collectivité humaine et que finalement, en tant qu'être humain, bien, quand on est sur Terre, bien, on va s'identifier à des expériences collectives qui ont été vécues dans l'histoire de l'humanité et qui vont faire qu'on va devenir programmé par celle-ci et qui vont faire qu'on va être finalement pris par une destinée due à cette identification qu'on s'est faite. Alors, il y a une nuance à ce niveau qui est intéressante parce que ça met en évidence la deuxième question que tu poses, Régine, c'est est-ce que ça relève de notre libre arbitre ou est-ce qu'il y a un passage obligé? Ben, le passage obligé, c'est exactement où se situe cette limitation. C'est-à-dire que si moi je suis limité, figé dans des expériences à laquelle je suis en résonance avec des mémoires d'autres vies, ben, je vais être dans un passage obligé. Si je suis je suis pas capable d'évoluer suffisamment pour me libérer de certain nombre de choses, ben, je vais être encore prisonnier d'un passage obligé. Le passage obligé, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui me relie à mon passé et que je ne suis pas capable de remettre en question parce que je n'ai pas la conscience évoluée suffisamment grande pour me libérer de ça. Donc, c'est un passage obligé à ce moment-là. Et le libre arbitre, c'est cette capacité que j'ai de mettre en lumière justement ces zones d'ombre-là, être capable de devenir conscient que ces zones d'ombre-là m'empêchent d'évoluer et de progresser et d'être en mesure de me dire, ben, j'ai plus envie de ne plus évoluer, de ne plus progresser, j'ai envie de cheminer. Ça exige de ma part à moi à ce moment-là des changements. Alors, c'est certain que l'astrologie, d'ailleurs, dit un peu la même chose. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie humaniste, qui est une astrologie que j'aimais beaucoup parce que c'est une astrologie qui tient compte justement que les astres, les planètes, finalement, font bouger de l'énergie en moi
et que l'énergie qui est en moi, ben, quelque part, j'ai la responsabilité de me dire qu'est-ce que j'en fais de cette énergie-là. Et pas parce que Pluton est là, puis vient me bouleverser intérieurement, que moi, quelque part, je suis responsable. Ben non, je suis responsable du fait que l'énergie que Pluton amène en moi, ben moi, ma responsabilité, c'est de dire, OK, et cette énergie me bouge des choses en moi, puis je dois en faire quelque chose pour me faire avancer, progresser, cheminer. Et c'est ça un peu que je trouve intéressant dans cette idée du libre arbitre, c'est de se rappeler qu'on a tous, à quelque part, la capacité justement de s'accompagner dans notre vie pour pouvoir justement chercher à trouver l'équilibre le plus juste possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être libre à 100%, mais on va peut-être se rapprocher d'une liberté plus grande qui va nous apporter justement un sentiment de joie de vivre. Et je pense que c'est déjà quand même pas mal d'arriver à cette étape-là quand même. Nathalie qui me dit: «Merci beaucoup Sylvain pour ce partage inspirant, je dois partir». Bon, bien sûr, oui, oui, il y aura un replay, donc ne soyez sans crainte Nathalie. Alors je te remercie et je te dis à bientôt. Donc, c'est ça un petit peu que ça m'a amené cette question d'origine. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Régine, et si tu as d'autres questions ou d'autres gens qui ont des questions concernant ça. Mais vous comprenez évidemment que cette notion de déclaration, ben, quelque part encore là, nous sert simplement à garder notre mental dans un focus et de le garder dans une orientation, une direction qui fait que nos neurones sont nourris par une volonté de changement qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète et qu'on répète encore et qui vont faire que des réseaux neuronaux vont prendre forme, qui vont faire qu'on a une excitation de plus en plus grande à concevoir notre vie future, qui va prendre forme en accord avec ce qu'on a envie d'être, et que tout ça, finalement, va contribuer à amener donc un changement inspirant pour l'année qui vient, finalement. C'est ça un peu le concept de cette transformation-là. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Euh, Comme je dis, je suis un petit peu en retard, moi. Donc, je suis un peu en déphasage par rapport à ce que j'avais censé vous parler aujourd'hui au niveau des propositions qui viendront, tout ça. Mais je vais quand même vous parler de, vous savez qu'il y a une petite formation qui a lieu donc pour le jour de l'an qui était prévue. Il n'y a pas eu tellement de réponses à ça, mais je laisse ouverte l'idée que ça puisse prendre forme. Ça serait donc le 8 janvier. Je pense qu'il y a une lecture d'âme qui fait que la formation commence avec une lecture d'âme en groupe et dans lequel, évidemment, il y a donc tout un accompagnement qui serait fait avec des pratiques intuitives pour vous amener justement à amener l'expression de faire un bilan de vie, mais aussi de mettre en place les nouveaux devenirs, hein, les nouveaux chemins, les nouvelles probabilités qu'on a envie de mettre en place. Donc, moi, je l'accompagne à travers cinq ou six soirées, 5 soirées, je crois. Et le prix, bon, c'était 99 € dollar. Je le fais au même prix que je l'avais fait au début de la chose. Donc, si ça vous intéresse, vous dites-le moi. Actuellement, c'est pas, il n'y a pas tellement eu de réponse à ce niveau-là, je vous le dis très franchement. Donc, moi, je suis ouvert. Si ça a lieu, c'est parce qu'il y aura du monde. Si ça n'aura pas lieu, ben, il y aura moins de monde. C'est tout simplement la réalité de la chose. C'est pas tellement plus grave. Et puis, donc, l'autre chose qui va être une nouvelle par rapport à cette année, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler. C'est qu'il y a une formation qui va avoir lieu. Je ne vous dis pas encore tout à fait quand, mais elle aura donc lieu dans les prochains mois. C'est une formation lecture intuitive et soins de la spirale évolutive. Donc, ça va être une formation qui va être tout en ligne, dans laquelle il y aura donc l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui va être proposé, des enseignements sur les chakras, et il y aura également l'intégration des outils de la spirale évolutive, donc les découverte spirale évolutive, le jeu de cartes également, donc, et un cahier de grille également d'évaluation et de soins qui seront proposés. Et cette formation-là va être certifiante. Donc, il va y avoir vraiment un programme d'enseignement. On va commencer avec la case départ et on va se terminer avec une certification. Donc, les gens vont apprendre à le faire sur eux, mais à le faire sur d'autres personnes. Et ça va être tout le voyage de la spirale évolutive qui va être intégré dans cet enseignement-là, tant dans l'aspect lecture intuitive, soins sans outils, et il y aura également le jeu de cartes qui va être proposé. Donc, c'est une formation que je vais vous relancer bientôt pour vous en faire part de façon plus officielle. Et il y aura également des lectures d'âme et des soins globaux qui vont se faire, c'est-à-dire en groupe, qui vont se faire régulièrement. Donc, je reviendrai également sur cette proposition-là plus officielle, mais c'est parce que j'avais augmenté mes tarifs pour les consultations et je me suis dit, ça serait sympathique de pouvoir offrir des gens qui ont peut-être moins de sous l'idée d'une formation de consultation dans laquelle ils sont plus nombreux. On n'est pas juste un à un à ce moment-là, mais on est plusieurs personnes. Mais à ce moment-là, il y a donc des interventions qui peuvent être faites pour chacune des personnes qui sont présentes et ça fait qu'il y a une énergie de groupe, ça fait que donc l'information qui est donnée à l'un et à l'autre ben, peut enrichir chacun.
Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous à ce niveau-là. Il y a Claire qui me demande à propos, du jeu de cartes, ne devrait pas y avoir une mini-formation sur la spirale évolutive? Oui, il y a une formation, ceux qui sont membres, bon, vous savez qu'il y a une certaine structure qui s'appelle, structure en ligne, une école en ligne de l'école et puis les gens qui sont dans cette structure-là et que de l'école ont accès à certains enseignements. Donc, je vous invite à aller voir qu'est-ce que vous avez accès. Alors, ceux qui ont le jeu de cartes, normalement, ont accès à une mini-formation sur la spirale évolutive, une formation de base et une formation sur le jeu de cartes. Le jeu de cartes n'est pas encore complètement terminé, la formation. Il reste encore quelques modules, quelques enseignements, mais peu. Donc, vous avez pas mal tout accès. La formation de base sur la spirale évolutive, elle est totalement accessible actuellement. Alors, ceux qui voudraient faire la formation que je vous propose, bien évidemment, ils vont avoir des réductions parce qu'il y a des enseignements qui sont proposés qui vont être faits, mais ça, je vous reviendrai avec une proposition plus étoffée à ce niveau-là, puisque je suis un petit peu en retard par rapport à ce qui était censé être présent à ce sujet-là. Donc voilà, c'est un petit peu globalement ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous auriez des questions avant qu'on termine maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai dit? C'est ça, Claire. On va en ligne en sachant que je l'ai déjà eu, que j'ai le jeu déjà. Oui, effectivement, tu as juste simplement à aller voir dans school.com et puis normalement, si tu n'as pas accès, tu me le diras, mais tu as accès normalement au jeu de cartes et un enseignement sur le jeu de cartes et un enseignement sur la formation de base sur la spirale évolutive. Voilà. Et pour les autres aussi, même chose, hein. Ceux qui ont, puis vous pouvez toujours si c'est pas le cas, vous avez juste à me le dire, puis je vous donnerai accès. C'est possible que j'ai pas toujours, donné accès à tout, systématiquement. J'ai peut-être fait des oublis par moment, donc il y a pas de problème. Vous me le dites et puis ça me fera plaisir. Donc, ben voilà, voilà, écoutez, ça va donc on va donc s'arrêter ici, à moins que comme je disais, si c'est des questions, ça serait le moment de m'en faire part. Sinon, je vais simplement vous envoyer le replay dans les prochains jours dès qu'il va être terminé. Je vais vous souhaiter, j'ai pas fait ça encore, donc je vais vous souhaiter une très, très belle année 2025 avec, tout ce que vous souhaitez, quel que soit ce que vous avez en tête, là, je vous le souhaite et je vous invite évidemment à vous rendre compte évidemment que ces souhaits-là, ben, ils peuvent s'accompagner de quelque chose d'exceptionnellement, extraordinairement intéressant qui est votre accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez vous accompagner dans vos vœux plutôt que de faire des vœux en vous disant: «J'espère, mon Dieu, que tu vas me donner ce que je veux cette année», ben, vous pouvez vous accompagner et si vous vous accompagnez, ben, je pense que ça peut être une belle façon, de vous donner comme une genre de boussole intérieure, hein. C'est-à-dire qu'en avançant dans la direction que vous souhaitez, bien évidemment, vous allez constater qu'il y a des réactions qui sont en vous, des réactions dans le monde extérieur et que vous allez apprendre justement à cheminer à travers ce mode de fonctionnement-là pour être capable de donner à votre boussole une meilleure indication, une meilleure direction pour que vous puissiez atteindre tout ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous souhaite bien assurément. Alors, je vous souhaite donc je vois donc des gens qui me donnent des petits, des bons vœux. Alors, bien sûr, donc, une très belle année à vous. Puis s'il y a des questions, des interrogations, ben, vous pouvez communiquer avec moi en tout temps et vous allez recevoir le replay dans les prochains jours. C'est bien? Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. OK, au revoir. OK, alors, ben, bonjour.